Bonjour et bienvenue à ce deuxième épisode de la deuxième saison de la balado au sujet des sciences humaines et sociales. Je m'appelle Alexandre Beaupré, je suis encore professeur en administration de l'éducation à l'Université de Montréal et je suis en compagnie de mon comparse de toujours, l'énergétique et inquisiteur Sébastien Belland, professeur en mesure et évaluation, lui aussi à l'Université de Montréal. J'espère que vous avez passé un bel été et que vous avez profité du reportage sur les conséquences de la découverte de vie extraterrestre. C'est le reportage qui a lancé la nouvelle saison, cette deuxième saison. On n'en espérait pas tant et pourtant, je ne crois pas me tromper en disant que nous ne sommes qu'à moitié surpris d'être en ondes encore une fois cette année. La soif de discuter, de débattre et de valoriser la contribution des sciences humaines et sociales, cette contribution à la fois sociale, oui, mais aussi universitaire, publique, scientifique, créatrice. Nous avions parié qu'elle susciterait un certain intérêt, mais on n'avait pas osé rêver que la réponse qu'on allait recevoir serait à la hauteur de ce qu'on a reçu dans la première saison. Donc, merci à vous de nous avoir soutenus au cours de cette première année. C'est grâce à vous si on vous a concocté une deuxième saison du tonnerre. Si vous venez de vous joindre à nous, bienvenue. Prenez le temps de parcourir les épisodes de l'hiver dernier. Sébastien et moi sommes enchantés de vous compter parmi nous. Philosopher. Le terme est polysémique, en tout cas dans le langage courant. En plus de référer à la pratique de la discipline philosophique, il est aussi utilisé couramment pour caractériser une réflexion abstraite ou, si vous tenez absolument à le dire avec un petit ton moqueur, pour caractériser une réflexion qui ne mènerait peut-être pas à rien de concret aujourd'hui. Pour les non-initiés, c'est souvent ce dernier sens-là qui prévaut. Et il y a cette perception que la philosophie est une discipline abstraite, sans application pratique, enfermée dans des idées plusieurs fois millénaires et réservée à une élite intellectuelle. Lui-même philosophe au temps des Lumières, donc ça ne vient pas de quelqu'un qui critiquait nécessairement. Diderot disait « hâtons-nous de rendre la philosophie populaire ». Pas populaire au sens de cool ou de couru, mais populaire au sens d'accessible à ce qu'on appelle à l'époque le peuple, le commun des mortels non initiés à cette discipline. Une discipline si gigantesque qu'elle paraît parfois impossible à escalader, si fondamentale qu'elle peut sembler se complaire à pelleter des nuages et pourtant, si profondément humaine qu'elle crée à l'occasion chez celles qui s'y plongent une remise en question du sens et des sens de la vie. Comment rendre cette philosophie populaire? Comment s'assurer qu'il y ait un lien entre les gens qui ne sont pas initiés à la philosophie et ceux qui le sont? Comment briser ces barrières d'élitisme ou ces barrières d'inaccessibilité? Bien, il y a plusieurs manières si vous êtes si vous êtes défenseur d'une discipline ou si vous voulez vraiment introduire quelque chose dans la culture populaire ou dans l'imaginaire. Un des moyens les plus courus, c'est de trouver une place dans le programme scolaire. Les programmes scolaires, les curriculums en Amérique du Nord, mais en Occident en général, sont un endroit privilégié pour initier une nouvelle génération à des idées auxquelles ces gens-là n'ont peut-être pas accès. On le voit avec le sport, avec le poids qu'on place sur l'école pour développer et encourager la prestation d'activités physiques. Et ça se fait beaucoup au primaire. Alors oui, aujourd'hui, on va aborder une idée complètement folle, c'est celle de faire de la philosophie non pas à des adolescents, non pas à des gens du collège, non pas à des universitaires, mais à des enfants, notamment des enfants du primaire. Et qui peut bien être assez dingue pour vouloir faire ça? Bien, je vais vous dire qui, nos deux invités d'aujourd'hui. Mathieu Gagnon est professeur au département d'enseignement au préscolaire et au primaire à l'Université de Sherbrooke. Et là, c'est probablement la plus longue liste de responsabilités qu'on a eues dans les invités qu'on a eus depuis le début. Alors, je vais prendre 30 secondes pour me préparer. Mathieu est responsable des programmes de formation continue au DPEP, DEPP, pour peut-être nous expliquer ce que c'est. Il est directeur de l'équipe DEFIL, qui développe les études pratiques de philosophie en milieu scolaire. Il est chercheur régulier au groupe de recherche éthique en éducation et en formation. Il est chercheur régulier à la Société de recherche critique en éducation. Il est membre du comité scientifique de la chaire UNESCO sur la pratique de la philosophie avec les enfants. Et il est responsable, en plus de ça, de 2 versions d'une excellente balado, Pensons l'éducation. J'espère qu'on aura la chance d'en parler pendant quelques instants. Est-ce qu'on invite la concurrence? Oui. Ça s'appelle coopter les gens qui travaillent en face de vous. Nadia Bélanger, pour sa part, est étudiante à la maîtrise à la Faculté des sciences d'éducation de l'Université de Sherbrooke et elle est également enseignante en éthique et culture religieuse au secondaire. J'ai appris quelques instants avant le début de l'entrevue qu'il existait un certificat en philo pour enfants et elle est une des titulaires de ce certificat en philo pour enfants. J'espère aussi qu'on pourra nous en parler.
Voilà, c'est la plus longue intro de l'histoire. Mathieu, Nadia, bonjour. Merci beaucoup d'être parmi nous. Si vous pouviez, peut-être au-delà des titres que vous avez, des responsabilités que vous avez, nous parler de qu'est-ce qui amène deux personnes en enseignement, du moins qui s'intéressent à la formation, Mathieu au préscolaire primaire et Nadia au secondaire. D'où vous vient cette passion de la philosophie? Euh, En fait, j'ai jamais eu de passion particulière pour la philosophie parce qu'il y a une grosse différence entre la philosophie et la pratique de la philosophie, pour commencer. Donc, mais je me suis découvert un réel intérêt pour la pratique de la philosophie en classe parce qu'elle permet d'avoir des réflexions en profondeur sur des sujets qui peuvent être des sujets sensibles, entre autres en éthique et culture religieuse. Donc, c'était une approche qui me permettait d'aller chercher tous les points de vue possibles par rapport à une situation qu'on abordait en classe. Donc, cette approche-là me semblait vraiment avantageuse, bénéfique pour les élèves. Elle créait un climat de classe, non, elle crée encore un climat de classe là, vraiment sain où chacun peut prendre la parole, se sentir à l'aise de parler puis d'étayer sa réflexion personnelle. Donc, j'ai découvert cette approche-là et j'ai décidé d'aller me former pour améliorer mes compétences. Et là, je suis à la maîtrise en sciences d'éducation parce que j'essaie de voir, en fait, je m'intéresse aux effets bénéfiques que ça peut avoir sur le développement des attitudes chez les enfants et les adolescents. Moi, je dirais que elle serait encore meilleure si elle avait fait le micro-programme en philo pour enfants de deuxième cycle qui est offert à notre université, pas à l'université Laval. Non, je fais des blagues, je t'agace. Mais juste peut-être deux petites précisions par rapport au préambule. DEPP, c'est département en enseignement préscolaire et au primaire. C'est vraiment l'acronyme pour le département auquel je suis rattaché. Puis l'équipe, c'est l'équipe DEPHI, DEPHI, pour développement et études des pratiques philosophiques. J'ai peut-être mis un L quelque part, je ne m'en suis pas rendu compte, je vais aller refouiller dans mes trucs. Non, Mais c'est quoi? probablement une parenthèse que j'ai mal lue. Ah, ouais, quoique défile, ça fait aussi, là. Je veux dire, il y a le L qui vient tout de suite après dans philo, fait qu'on on n'est pas complètement à côté. Pour répondre à la question, là, je vais essayer d'être court parce qu'on pourrait faire une longue histoire, là, évidemment. Là. Puis les profs aiment bien ça, s'entendre parler, fait que je vais essayer de résumer le plus possible. Mais moi, à la base, j'étais au cégep en philo. Puis, je pars de loin quand même. En tout cas, je vais faire un trajet rapide. J'étais au cégep en philo, puis mon premier cours, j'avais eu 65%. J'étais vraiment pas bon en philo. T'sais. Puis là, mon prof de philo m'avait dit, moi, quand j'ai commencé à faire de la philo, mon premier cours, j'ai eu 65%, mais c'est parce que le prof n'était pas bon. Fait que je me suis dit, bon, ben, le prof n'était pas bon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais c'était de lui dont il était question. Fin de la parenthèse. Après, je me rendais compte, moi, que beaucoup de gens s'amusaient à me faire croire plein d'affaires. J'étais hyper naïf. T'sais. Fait que là, je me suis posé la question, comment est-ce que je peux faire en sorte d'être moins naïf? Puis une des avenues qui m'est apparue intéressante, c'est d'aller étudier en philo. Fait que je suis allé étudier en philo, j'ai fait mon bac en philosophie. Donc, je suis en éducation, mais je n'ai pas de bac en éducation. Je n'ai pas mon brevet d'enseignement. Puis, de fil en aiguille, je me suis intéressé, parce que pour moi, la philosophie, c'était un moyen, c'était pas une fin. Je ne voulais pas devenir un philosophe, je voulais me nourrir de la philosophie pour me développer personnellement. Puis je m'intéressais à la dimension morale, aux vertus et aux liens entre les vertus et l'égoïsme. Puis là, j'ai fait un cours de lecture dirigé. Mais en fait, je voulais travailler sur la place de l'égoïsme dans les vertus selon Comte Sponville. Puis là, on m'avait pisté vers Michel Sasseville pour m'encadrer dans cette lecture dirigée-là. Puis au hasard, Michel Sasseville, c'est probablement la personne la plus connue au Québec en philo pour enfants. C'est la personne qui, avec Anita Caron, l'a amené au Québec après avoir fait un passage au New Jersey. Puis, on a comme cliqué intellectuellement, lui et moi. Puis là, je me suis intéressé de plus en plus à la philo de l'éducation, puis par la bande à la philo pour enfants. J'ai commencé à avoir des contrats avec Michel, d'assistant d'enseignement, d'assistant de recherche, chargé de cours, etc. Ce qui fait que j'ai dirigé ensuite toutes mes études vers la philo pour enfants, le développement du jugement moral en philo pour enfants à la maîtrise. Puis ensuite, je me suis intéressé à la pensée critique, mais là, j'ai migré en éducation. Puis je m'intéressais à la question c'était en même temps que le renouveau pédagogique, là, le nouveau programme de formation de l'École québécoise en 2001. Puis là, il était question de compétences transversales. Puis tout le monde s'arrachait les cheveux puis disait que c'était un concept inventé par les gens au ministère dans la tour du complexe J à Québec. Puis nous, en philo, on savait bien que la question de la transversalité, c'est vieux comme Aristote avec la logique. Là. Les gens du ministère n'avaient rien inventé. Là.
Fait qu'on a essayé d'examiner dans quelle mesure ceux qui font de la philo mobilisent leur pensée critique ailleurs dans les cours de sciences puis d'histoire. Puis après ça, ben là, j'ai continué en parallèle à développer des programmes, faire de la formation d'enseignants, publier sur la philo pour enfants. Mais c'était vraiment dans un souci de faire de la philo un moyen pour arriver à autre chose. Je suis tombé en amour, en fait, avec l'approche philo pour enfants qui disait que ben, l'idée, c'est de démocratiser la philosophie, un peu comme tu disais en introduction, puis de la rendre accessible pas pour faire des enfants des petits philosophes ou des adolescents des moyens philosophes, mais plutôt pour les aider à développer. Moi, ce qui m'intéressait plus particulièrement, c'est vraiment la formation de la pensée qui est au cœur de ça. Oui, il y a des dimensions, comme Nadia a dit, là, au niveau des attitudes, des dispositions sociales et tout ça, c'est au cœur de la chose. Mais il y a aussi toute la question de la formation de la pensée qui, moi, m'intéressait. Puis j'ai vraiment développé mon créneau là-dessus. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais enfin, c'est un parcours, disons, autobiographique pour montrer que c'est un concours de circonstances. Je donnais de la formation dans des écoles secondaires à des enseignants qui implantaient la philo. La directrice m'a dit hey, on va t'engager, tu vas prendre les cours, les groupes, puis tu vas enseigner la philo dans notre école. Finalement, je n'avais pas mon brevet. Puis comme j'avais étudié en philo, je ne pouvais pas faire de passerelle ou etc., même en Ontario. Fait que j'ai dit, tant qu'à retourner faire un bac pour faire ce que je fais déjà, je vais aller faire un doctorat, je vais me chercher une bourse. Fait que c'est pour ça que j'ai abouti comme prof d'université, parce que sinon, moi, ce serait la job de Nadia que je voudrais. C'est ça qui serait mon best, être avec les jeunes dans les classes. Mais bon, les circonstances ont fait que je me suis retrouvé à l'université. Bon, là, je me tais parce que ça fait trop longtemps que je parle. J'ai été un peu caricatural dans l'introduction de dire que c'est quelque chose d'abstrait, c'est du pelletage de nuages et tout, mais vous présentez tous les deux une vision de la philosophie, une vision pratique, une vision comme quoi c'est un moyen. Fait que c'est quoi pour vous philosopher? C'est une grande question, puis en fait, c'est une question à laquelle je pense qu'on n'aime pas répondre en tant que praticien, là, si je me permets de parler au nom des praticiens en pratique de la philosophie pour enfants, parce que qu'est-ce que philosopher? Je veux dire, même les philosophes ne s'entendent pas sur cette question-là, là, donc on pourrait philosopher pendant des heures sur cette question. Mais pratiquer la philosophie, en fait, c'est une façon d'accéder à sa propre pensée de manière autonome et indépendante. Donc, c'est un peu la définition que je donnerais, là, une brève définition. Là. Je serais capable de faire une définition de 4 pages aussi, mais ça serait ça. Donc, d'accéder à sa propre pensée. Donc, au niveau de l'âge préscolaire, primaire, ben, c'est de voir l'enfant quand il réfléchit, quand il pense, quand il nous parle, qu'est-ce qui vient vraiment de lui versus qu'est-ce qui vient de ses parents ou qu'est-ce qui vient de la société. Donc, l'enfant, sans nécessairement lui avoir verbalisé des préjugés, des stéréotypes, va les intégrer en voyant des choses, en comprenant des choses par lui-même, tout ça. Donc, c'est un peu de déconstruire ce que l'enfant a déjà comme pensées qui ne sont peut-être pas les siennes, puis de mieux les reconstruire, d'organiser ces pensées-là pour qu'ils les organisent même de façon autonome et indépendante, mais que ça soit, qu'on ait vraiment accès à sa pensée à lui, sa réflexion à lui, de sa vision du monde, là, en fait, ou de certaines situations plus particulières. Donc, cette philosophie, pour moi, ce serait un accès à sa propre pensée, mais évidemment que ça passe par un accès à celle des autres aussi. Là. On ne peut pas réfléchir, on ne peut pas accéder à sa propre pensée en étant seul dans sa pensée. Donc, ça prend un accès aux autres. Pour les auditeurs qui savent peut-être moins ou qui sont peut-être moins familiers en éducation, il existe dans la classe un rapport de pouvoir là, entre l'enseignant et les élèves ou entre les adultes et les enfants, ou c'est quelque chose qui existe même au secondaire. Là, si j'ai bien compris ce que Nadia est en train de dire, ça implique de donner un certain pouvoir d'agir à l'enfant sur sa propre pensée. Ben, Ça n'avait pas joué dans les rapports de pouvoir qui sont supposés être déjà en il classe? y a la thèse d'Olivier Michaud qui est intéressante là-dessus sur le rapport d'autorité en philo pour enfants. Là. Je vous invite à lire sa thèse si ça vous intéresse. En fait, il y a plusieurs éléments pour répondre à la question, puis aux deux questions. Puis Nadia a mis le doigt sur des éléments importants. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'essayer d'apprendre aux enfants et aux adolescents. Puis on le voit aussi chez les adultes, en milieu carcéral. Il y a toutes sortes d'initiatives qui sont prises autour de ça. De les amener à les mettre au défi de penser par et pour eux-mêmes avec les autres. On a plutôt tendance à voir le travail d'un philosophe comme un travail assez
solitaire, hein, le philosophe qui est un peu comme Descartes là, dans sa chambre, dans son poêle, là, qui réfléchit au cogito ergo sum. Là. On n'en est pas là. On est complètement ailleurs. C'est vraiment une dynamique collective, dialogique qui est en jeu. Puis le rapport d'autorité, moi, je change parce que on va partir d'un principe que moi, j'emprunte à Karl Popper, qui est un épistémologue que j'ai aimé beaucoup, que j'aime moins pour d'autres choses, mais pour certaines choses, il a été vraiment déterminant dans le développement, entre autres, des sciences, hein, des critères de démarcation des sciences et des pseudosciences. Il disait, face à notre ignorance infinie, nous sommes tous égaux. Pour lui, là, c'était inévitable. Pour moi, c'est une phrase qui m'a frappé. Puis c'est probablement ce qui est au cœur de la philo pour enfants, c'est-à-dire, oui, il y a des choses qui sont fausses. Hein. On ne peut pas dire, par exemple, que tous les musulmans sont des terroristes. Ça ne passe pas la rampe de la logique de base. Il suffit de trouver un contre-exemple, puis c'est déconstruit. Mais face à des thèmes généraux, universaux, on va dire que la philosophie, c'est d'aller vers les idées universelles, les concepts universaux qui nous concernent tout le monde, qui sont traités dans toutes les cultures, l'amitié, l'amour, la vérité, le bonheur, le sens de la vie, la justice, etc. Il y en a plein des thèmes comme ceux-là. Maintenant, face à ça, il n'y a pas une vérité. Hein. Ce n'est pas comme le rapport d'autorité informative qu'on peut avoir quand on est dans un cours de maths, par exemple, ou de sciences, puis on dit, ben voici, si tu fais le processus XY, ben, tu vas arriver à la bonne réponse. À toutes les fois, ça fait peut-être partie des anecdotes, mais à toutes les fois où je commence avec des enfants, ils me disent, oui, mais tu dois avoir les réponses dans ton livre. Ben non, je n'en ai pas de réponse dans mon livre. Parce que ce n'est pas ça le but de l'exercice. Le but de l'exercice, ce n'est pas nécessairement d'arriver à un consensus ou à une réponse. On est là pour chercher ensemble. Moi, je peux avoir des expériences face à l'amitié qui sont valables, mais pas plus que les tiennes. Donc, on va être là pour les partager. Donc, ce qui fait que l'animateur devient un co-chercheur d'une certaine manière, même s'il poursuit des objectifs aussi de formation en parallèle. Mais face à ce qu'est la justice, lui, il peut travailler sur des modèles de justice, puis dire, ben, il y a la justice distributive, etc., réparatrice. Mais ce qu'est la justice dans l'absolu, on n'est pas mieux placé que personne, ni que les jeunes pour dire ce qu'il y en est. Je terminerai peut-être en disant qu'effectivement, Nadia a raison, les philosophes ne s'entendent pas sur c'est quoi philosopher. C'est probablement la seule discipline où les gens sont investis dans une démarche qu'ils ne connaissent pas eux-mêmes parce qu'ils ne sont pas capables de la définir. Fait que les gens ils s'obstinent à savoir la philo pour enfants, est-ce que c'est vraiment de la philo ou ça n'en est pas? C'est pour ça qu'en Europe, on va dire une discussion à visée philosophique, tellement ça a soulevé des critiques. Hein. C'est comme si, moi j'ai répondu à ça en disant dans certains textes, mais c'est comme si on disait des ateliers à visée mathématique ou à visée scientifique. Là, ça n'a aucun sens. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas en train de faire de la science à l'université qu'on n'est pas en train de faire de la science. Là. Bref, fin de la parenthèse. Mais on va distinguer, on va essayer d'identifier, généralement on identifie des sous-disciplines à la philo pour savoir si on en fait ou on n'en fait pas. Puis parmi les sous-disciplines, il y a la logique. Donc, on va accorder une attention particulière à la manière dont les enfants et les adolescents raisonnent. Est-ce que ça répond au standard de la logique? Puis on fait du feed par rapport à ça, donner une raison, évaluer une raison, identifier des présupposés, etc. Il y a aussi la dimension esthétique qui touche le beau, les arts. Il y a la dimension qui est métaphysique sur des concepts très, très larges comme qu'est-ce que la liberté ou même qu'est-ce qu'une personne. Il y a l'éthique qui est une sous-discipline de la philo. Donc, c'est souvent par cette porte-là que la philo rentre. Hein. Nadia disait, je suis enseignante d'éthique et culture religieuse, puis la philo passe par l'éthique. Entre autres, c'est une des sous-disciplines de la philo. Donc, c'est de dire que la philo est déjà dans les programmes si on fait de l'éducation éthique. Puis finalement, il y a l'épistémologie qui, elle, s'intéresse à comment savons-nous ce que nous savons, comment on sait que c'est vrai, que c'est viable, que ça a du sens, que c'est cohérent, sur quoi je peux me fier, etc., etc. Donc, c'est les 5 sous-disciplines qui vont guider un peu le territoire sur lequel va jouer la philo ou le terrain de jeu de la philo. Fait que c'est surtout à partir de ces pôles-là qu'on va l'examiner. Là. Ça ne fait peut-être pas l'unanimité, mais ça semble être quand même des éléments de démarcation. Alexandre, si je peux poursuivre aussi là, sur ta question. Bien sûr, bien sûr. Donc, par rapport au rapport de force là, ou à la posture de l'animateur, donc c'est quand même un point qui est essentiel là, dans la pratique de la philosophie pour enfants, c'est-à-dire que oui, l'enseignant qui s'intéresse à cette pratique-là ou le parent là, doit vraiment changer sa posture. Là. Il y a une nouvelle posture à prendre qui n'est pas une posture qui est en position d'autorité. Donc, on peut dire qu'il y a un changement
d'un rapport de force qui irait plus vers un rapport de sens. Donc, je vais essayer d'expliquer ça un petit peu. En fait, le rapport de force n'est jamais totalement annulé parce que, comme Mathieu l'a dit, l'enseignant ou le parent doit quand même guider le dialogue, parfois même l'orienter, tout ça. Il faut quand même qu'il y ait un cadre là, qui soit donné au dialogue et qu'on respecte ce cadre-là. Par contre, l'enfant a son propre sens. Il peut donner des sens, il peut trouver des sens à la question qu'on se pose, l'adulte aussi. Donc là, on est comme dans un rapport de sens où l'enseignant peut apporter aussi son sens, des sens au dialogue, mais il n'est certainement pas dans un rapport de force là, comme quand il donne un cours de manière magistrale là, où tous les élèves sont en silence puis l'enseignant parle en avant. Donc, on n'est vraiment pas dans cette dynamique-là quand on pratique la philosophie avec les enfants. Puis en fait, si on reste dans cette posture-là, c'est pas possible. Là. En fait, c'est tout le contraire. Hein? Michel Sasseville se plaisait à dire qu'il y a une étude de l'UNESCO qui montrait qu'après 30 000 heures d'enregistrement dans les classes, l'enseignant parle 80 du temps. Le reste du temps, le 20 restant, ce sont les élèves divisés par 30 têtes de pipe ou 20 têtes de pipe, là, ce qui fait peu de temps pour chaque enfant. En philo pour enfants et adolescents, disons, c'est le contraire. 80 du temps et plus de parole appartient aux jeunes. Puis le reste du temps, c'est l'animateur par ses questions, par ses relances, par son cadrage qui va occuper l'espace. Donc, c'est un renversement complet. J'ajouterai une anecdote à celle de tantôt. Moi, je fais des ateliers à toutes les semaines depuis maintenant 9 ans dans une classe ici à Sherbrooke. Puis l'enseignante refuse encore d'animer. Puis la raison qu'elle me donne, c'est que dans tous les autres domaines d'apprentissage, j'ai la réponse. En philo, je ne l'ai plus. Fait que je n'ai pas envie de passer d'une posture à l'autre. Ça a l'air de rien, mais s'il y a un déséquilibre quand même important que l'enseignant, avec lequel l'enseignant doit composer dans son rapport au savoir, puis dans son rapport à l'enseignement. C'est quoi la posture enseignante? C'est quoi son rôle comme enseignant? C'est un des défis, honnêtement, par rapport à cette discipline-là. C'est celui justement de bien adopter la posture enseignante. Puis, ultimement, de la réinvestir, moi, je dirais ailleurs. Hein. L'idée, ce n'est pas que la posture dans les autres domaines d'apprentissage vienne contaminer la philo, mais c'est aussi le contraire. Comment la posture en philo pourrait venir contaminer la posture en maths, en univers social, en sciences techno, etc. La posture, c'est sûr aussi, c'est ça qu'elle reste vraiment un défi. Sauf qu'il y a tellement d'avantages à cette nouvelle posture-là. Comme moi, par exemple, quand j'ai adopté cette posture-là, je me suis tellement j'ai été émerveillée par les propos que les adolescents pouvaient émettre en classe. Donc, ça a complètement changé ma vision de l'enfant, ma vision de l'adolescent. Parfois, là, le classique, là, notre adolescent tannant là, ou qui bavarde constamment en classe, tout ça. Mais quand tu Désabusé. Désabusés, ben, quand que ces enfants-là, ces adolescents-là ont vraiment du temps de réflexion, de parole, c'est incroyable de voir tout ce qu'ils peuvent nous amener, puis à quel point on peut être déstabilisé aussi comme adulte d'entendre ces propos-là, des propos auxquels on n'avait pas nécessairement pensé, qui sont créatifs, qui nous sortent de nos propres préjugés, de nos stéréotypes, tout ça. Donc, vraiment, l'adulte, dans ce rapport-là, va en apprendre tout autant, là, en fait, que l'enfant et l'adolescent. Moi, je ne compte plus le nombre de fois où les enseignants m'ont dit « Je découvre mes élèves. Hein, j'apprends à les connaître. Je me rends compte que je ne les connaissais pas avant. » Ça arrive systématiquement, honnêtement. Ça, ce n'est pas une anecdote, c'est presque une règle générale. Là. Mais ça arrive vraiment souvent parce qu'on leur donne la parole, on les écoute. Puis on est sincère là-dedans. Là. Ce n'est pas juste parce qu'on nous le dirait dans le programme. C'est parce que c'est le moteur même du processus. Si je peux raconter une anecdote un petit peu drôle là, qui me vient là, en tête, justement. À un moment donné, on avait un dialogue, en fait, puis on se questionnait. On était en train de se questionner un peu sur la surpopulation, le problème on se questionnait sur l'avenir de l'humanité, qui est un de nos thèmes en éthique et culture religieuse. Puis là, les élèves, ils se questionnaient sur le fait que, bon, ils commencent à avoir la surpopulation à certains endroits, la pollution qui vient avec, tout ça. Alors là, il y a un élève qui lève sa main, puis lui, il est très, très sérieux, puis il dit, bien, je pense qu'une des solutions, pour vrai, il faudrait que secrètement, un gouvernement crée un virus pour éliminer une partie de la population, puis qu'on en vienne à retrouver un certain équilibre. À ce moment-là, vous auriez dû voir les élèves réagir dans la
classe, ben voyons donc, ça se peut pas penser comme ça, c'est tellement cruel, puis vouloir tuer des personnes innocentes. Puis là, je vous raconte ça, là, c'est juste avant la pandémie, là. Donc, imaginez. Donc là, l'élève qui se fait un peu ridiculiser, tu sais, par son propos et tout ça, et là, survient la pandémie, tu sais, vraiment l'adon là, du siècle, là, on va dire. Quand les élèves ont réintégré là, les classes, là, et là, c'est revenu. Est-ce que vous vous souvenez, madame, quand tel élève a dit, puis là, tu sais, il faisait les liens, puis il était comme, c'était fou comme idée, mais là, on trouve, tu sais, peut-être pas ça aussi fou comme on le voyait là, quand il nous l'a proposé. Donc, des fois, il y a des idées comme ça qui sortent, puis on est surpris, puis on les juge rapidement, puis avec du recul, avec ce qui se passe dans nos vies, ces idées-là, ils repopent dans nos têtes, puis on y repense, là, des fois même des années plus tard, puis on trouve que ces idées-là vont faire du sens même, qui vont trouver leur sens dans certaines situations. J'aimerais faire du chemin sur la question des avantages, finalement, que la philosophie avec les enfants peuvent avoir pour les enfants. Qu'est-ce que la recherche, qu'est-ce que votre expérience dit sur le sujet? Bon, faut distinguer, je pense, en philo pour enfants, deux types de recherches. Il y a des recherches foncièrement théoriques, hein, où on va, par exemple, s'intéresser à ce qu'est la philo pour enfants, les ancrages, notamment dans le pragmatisme américain, etc. Puis, on va prendre un objet X ou Y, on va faire des liens entre les deux, comme par exemple, je ne sais pas moi, la philosophie pour enfants fait la promotion d'un dialogue pacifique, donc ça contribue au maintien de la paix ou au développement d'une posture de paix. Ça, c'est un peu grossier comment je le dis, là. Mais il y a aussi des études empiriques qui sont davantage développées par les gens en éducation et les psychologues. Il y a beaucoup de psychologues qui s'intéressent à la philo pour enfants dans les dernières années. Puis il y a des retombées qui ont été mesurées sur le développement de l'estime de soi, sur les travaux de Marie-France Daniel, entre autres, sur le développement de la pensée critique sont sans équivoque là, à certains égards. Là, c'est qu'il y a effectivement un processus développemental de la pensée critique qui s'effectue dès la maternelle, là, quand on travaille avec des jeunes en philo pour enfants. Il y a aussi des résultats qui tendent à montrer des retombées sur la littératie et la numératie, compréhension de texte, écriture de texte argumentatif, résolution de problèmes mathématiques. D'autres études aussi vont porter sur, moi j'ai travaillé beaucoup sur le développement des habiletés de pensée, donc connaissance et mobilisation délibérée des habiletés de pensée dans différentes situations. Beaucoup d'élèves aussi qui manifestent ou à travers des études qui montrent que ça contribue à un mieux vivre ensemble. Toutes les dispositions de respect, d'écoute, d'ouverture d'esprit, etc. Il y en a plein, là, en fait. On pourrait se prendre plein de portes d'entrée, là, mais il y a beaucoup de retombées. Maintenant, les études restent assez émergentes. Il faut en multiplier pour avoir vraiment un indicateur de tendance générale. Il y a une étude de Serge Robert aussi qui avait montré qu'il y a un impact significatif sur le développement de la capacité à mobiliser un raisonnement moral chez les jeunes qui font de la philo pour enfants. Donc, il y a plein de. Il y a Barbara Weber en Europe qui travaille, pas en Europe, elle était en Europe avant, maintenant elle est en Colombie-Britannique, qui travaille sur le développement de l'empathie et la philo pour enfants. Il y a plein d'études comme celle-là qui émergent, mais il faudrait encore en mener plus parce que les études empiriques sont somme toute dans l'histoire de la philo pour enfants qui a émergé à la fin des années 60. Les histoires, pas l'histoire, les études empiriques sont assez émergentes, là, sont assez récentes. Là. C'est dans les 10 dernières années où on en a vraiment vu. Il y a aussi d'autres études qui sont faites en ce qu'on appelle les ZEP là, en Europe, là, les zones d'éducation prioritaire, donc comment les élèves arrivent à modifier leur rapport au savoir grâce à la philo pour enfants puis à persévérer à l'école, parce que c'est un des facteurs de persévérance scolaire, là, les rapports au savoir. Il y en a toutes sortes. Là. Fait que c'est en effervescence. Maintenant, comme je disais, je pense que ça fait 20 fois que je le dis, mais il faut continuer à faire des études de ce type-là, parce qu'il y a des études qui vont observer en classe, d'autres qui vont faire des questionnaires pré-poste, d'autres qui vont travailler sur des entretiens aussi semi-dirigés avec les élèves. Ce qui fait qu'ils ne se posent pas nécessairement les mêmes questions, ils n'arrivent pas nécessairement à des résultats d'aussi grande portée. Les études aussi, je termine avec celle-là avant de passer la balle pour les expériences, là, pour Nadia, mais les études de Catherine Malbeuf-Urtubise de l'Université Bishop qui tendent à montrer qu'il y a des retombées sur l'anxiété, pas au sens où ça les rend anxieux, mais c'est le contraire. C'est que les jeunes qui font de la philo sont moins anxieux
que ceux qui n'en font pas. Fait que ça aussi, c'est intéressant quand on sait par ailleurs que l'anxiété, c'est un problème, en tout cas, un enjeu ou un défi important chez les jeunes et les ados actuellement. Il y a peut-être une piste là, intéressante à explorer. Je ne sais pas, Nadia, pour les pratiques, tu observes sûrement plein d'affaires dans ta classe. Il y a un aspect qui est intéressant qui est le développement identitaire, qui est encore peu abordé par les études, mais en fait, parce que la philosophie, c'est un peu comme la pratique de la philo, c'est un peu comme un retour sur soi. Donc, un peu comme si on se regardait dans un miroir. Donc, il y aurait peut-être des enjeux identitaires, là, des effets bénéfiques par rapport à ça. L'enfant, l'adolescent serait amené à mieux se connaître. Donc, ça peut être des résultats à explorer, là, qui restent encore à explorer, mais qui sont intéressants, encore en émergence. Sinon, ce que je voulais ajouter aussi, c'est que tantôt, Mathieu il a parlé des études de Marie-France Daniel. Ce que je trouve vraiment intéressant, ce qu'elle a fait ressortir, c'est que les enfants restent dans un relativisme où ce qui prône un peu, c'est comme une posture d'égoïsme. C'est-à-dire que les enfants, c'est moi, je pense que, moi, je pense que, moi, je pense que. Puis là, on accumule plusieurs points de vue. Mais il n'y a pas une prise, il n'y a pas vraiment une prise de position où on va en arriver à dire, ben, OK, il y a plusieurs points de vue, mais est-ce qu'il y en a un qui est meilleur? Est-ce qu'il y en a un qui fait plus de sens? Est-ce qu'il y en a un qui est plus cohérent en lien avec la question qu'on se pose? Donc, d'aller un peu plus loin, de sortir de ce relativisme-là qui est encore très présent. Donc, de sortir un peu de ça, de juste d'accumuler des points de vue, puis tous les points de vue se valent, tous les points de vue sont bons. Mais non, en pratique, là, de la philo pour enfants, on essaie de se sortir de ça. Oui, on a droit de dire ce qu'on pense. C'est vrai qu'il y a beaucoup de points de vue qui sont intéressants, mais ils ne se valent pas tous, dépendamment de la situation. Il y a des points de vue qui peuvent être plus cohérents, plus sensés. Donc, c'est d'apporter un peu un questionnement là, par rapport à ces points de vue-là. Est-ce que je peux. Ah, vas-y, termine, puis après, est-ce que je peux rajouter quelque chose après? Oui. Oui, bien, vas-y tout de suite, Mathieu, si c'est en lien. Oui, c'est en lien, puis pas, mais c'est en lien par rapport au relativisme. Le relativisme, je veux juste spécifier que ce n'est pas un enjeu propre à la philo pour enfants, c'est un enjeu aussi du programme d'éthique et culture religieuse, là. Ça a été largement documenté, soulevé, etc. C'est toujours un défi. Mais quand on arrive avec une posture du genre, au final, est-ce qu'il y a une vérité? On cherche pas. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'en philo, on cherche la vérité. Je pense qu'on cherche du sens. C'est sûr que là, on va avoir des discours du genre, ça dépend des personnes. Toi, tu peux penser X, moi, je peux penser Y, puis c'est pas grave. Là, il faut se trouver des leviers comme enseignant pour essayer de dépasser ça, pour aller vers ce que Marie-France Daniel appelle un relativisme. C'est un intersubjectivisme orienté vers la construction de sens. Moi, j'appelle ça un relationnisme à la Aurélien Barraud, là, mais ça revient à peu près à la même idée, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas la vérité absolue, mais on essaie de travailler ensemble pour créer un sens qui serait viable par rapport au contexte culturel dans lequel on est, par rapport aux questions qu'on se pose, par rapport aux valeurs qu'on veut partager, etc., etc. Puis si je fais un lien avec moi, ce qui m'est apparu, en tout cas, je ne suis pas pour faire de la pub de mes études, mais dans les études que moi j'ai menées, de façon récurrente, ce qu'on remarque, c'est que les élèves vont nous dire que les apprentissages qu'ils font en philo, puis peut-être que tu pourras, Nadia, me contredire ou renchérir par rapport à ça, ce sont les apprentissages qui leur servent le plus dans leur vie de tous les jours, tout domaine d'apprentissage confondu. Ça tranche pas mal avec la vision qu'on a de la philo là, en général, qui est du pelletage de nuages, là. Eux, ils disent qu'ils réinvestissent avec leurs amis quand ils se questionnent sur qu'est-ce qu'ils vont faire dans la vie, dans leur famille, quand ils discutent avec leurs parents, etc., etc. Donc, le réinvestissement, là, il est au-delà des murs de l'école, même qu'ils ne voient pas tant de réinvestissement dans les autres domaines d'apprentissage, mais dans leur vie, là, ils en voient, ce sont les apprentissages qu'ils considèrent. Tu parlais de ma balado, Sébastien, au début, j'ai fait un épisode avec des ados qui font de la philo. Puis ce qu'ils nous disent, c'est ce sont les apprentissages qu'on fait à l'école qui vont nous rester le plus longtemps. On va tout oublier ou à peu près ce qu'on fait dans les autres domaines. Mais ce qu'on a fait en philo, on va s'en souvenir encore pendant 15 ans. Je vais aller vérifier dans 15 ans si c'est vrai. Je vais me permettre de te couper, Mathieu, puis je m'excuse, Nadia, si j'interromps l'ordre de parole, là, mais ce que vous dites depuis tout à l'heure, ça tourne autour d'un thème qui est justement qui est distinct de ce qu'on
perçoit généralement de la philo qui est de maîtriser les grands penseurs et de s'approprier de la connaissance qui est millénaire et qui a été testée. Tu parlais de Michel Sasseville tout à l'heure. Sur le site de philoenfant.org, ça doit être lui qui l'a écrit, là, il y a un bout de paragraphe qui résume. J'aimerais vous le lire pour voir si ça donne un sens un peu à ce que vous dites. Tu ne nous écoutais pas, tu étais en train de fouiller sur Internet pendant qu'on. Non, je vous écoutais. Il est devant moi depuis le début. Okay. J'attendais le bon moment pour le plugger. Busted! Parce que, non, mais ça rejoint ce que vous dites. Lorsque Mathieu dit que après coup, les élèves voient que les gains ou ce qu'ils ont fait, le développement qu'ils ont eu au travers de ce processus-là, excusez les termes pédagogiques, là, mais c'est ce qu'ils sont le plus capables de réutiliser dans leur vie de tous les jours. La citation de Michel Sasseville m'a frappé parce qu'il dit, et je cite, « Si on veut conduire les enfants à mieux penser, pas seulement plus, mais mieux, et si on accepte que l'objectif de l'éducation, c'est de rendre les enfants capables de penser par et pour eux-mêmes, il importe qu'ils s'engagent personnellement dans l'acte de penser et construisent ainsi. » Et c'est ça que je trouve intéressant. Avec le temps et la répétition, comme on apprend à marcher en marchant, on apprend à penser en pensant. Et moi, je trouve ça radical dans un milieu d'éducation qui est encore en mode de transmission relativement passif, dans le sens où plutôt que de sous-entendre que le développement intellectuel va se faire avec l'accumulation de connaissances, on va vers une approche je m'excuse, développement de compétences, qui est la pensée, c'est une compétence qui se développe si on en fait. Est-ce que j'interprète bien ce que Michel Sasseville dit? Est-ce que ça rejoint? Attends, je vais l'appeler. À votre avis. Nadia, c'était à ton tour, fait que je compléterai par la suite si c'est pertinent. Oui, bien, je dirais que, en fait, les études là, en psychologie sociale, ce qu'ils ont montré, c'est qu'il y avait un fort lien entre le développement de la pensée et le développement de la parole. C'est-à-dire, si ma parole elle est mieux construite, ma pensée va être mieux construite, mes idées vont être mieux construites et vice-versa. C'est-à-dire, plus mes idées, si mes idées sont mieux construites dans ma tête, bien, ma parole va être mieux construite elle aussi. Donc, il y a comme un lien qui est assez fort. Alors, c'est un peu incohérent de penser que les enfants vont construire leur pensée si on ne leur donne jamais du temps de parole. Parce que le lien est tellement fort entre les pensées et la parole que pour moi, vraiment, c'est une incohérence là, dans le système d'éducation actuellement. Et donc, il faut donner ce temps de parole-là. C'est-à-dire que si je veux que mon enfant, par exemple, soit capable de faire une comparaison, donner un exemple, suggérer un contre-exemple, faire une hypothèse, mais il ne faut pas juste qu'il soit capable de le faire dans sa tête. Il faut qu'il soit capable de le dire avec des mots, de formuler l'hypothèse avec ces mots. Il faut qu'il soit capable de comparer en le verbalisant, sa comparaison, pas juste penser la comparaison dans sa tête. Donc, le lien est tellement fort qu'actuellement, ouais, on pourrait même penser que ça nuit, en fait, au développement des outils cognitifs parce qu'ils sont là, ils ont accès à tous ces outils-là qui sont dans leur tête, mais ils n'ont pas le temps de parole pour les pratiquer, pour pouvoir les développer, là. Ouais, puis je réagirais peut-être là-dessus parce que je pense qu'elle met le doigt sur un élément important, c'est qu'à l'école, on va miser beaucoup sur la lecture, l'écriture. L'écriture comme un vecteur de formation de la pensée, parce qu'il est question de langage aussi. Mais l'oralité n'est pas toujours aussi présente qu'elle ne le devrait, à mon avis. Puis la philo pour enfants, justement, est fondée là-dessus, dans le dialogue. Pour certains élèves qui ont un mauvais rapport à l'écriture, ça devient libérateur. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de commencer à... moi, j'ai un enfant qui est autiste, là, juste tenir un crayon, là, c'est un défi. Puis après ça, tu dis, écris un texte, puis structure ta pensée. Enlève-y le crayon, enlève toutes les embûches, puis là, il va être beaucoup plus disposé à réfléchir parce qu'il n'est pas en train d'essayer de se concentrer à structurer une phrase puis à mettre des lettres entre deux lignes. Tu sais. Juste ça, ça peut porter entrave à la construction de sa pensée. Fait qu'on est fondé plus sur le dialogue. L'idée aussi qui est en arrière, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est le pragmatisme de John Dewey, entre autres. Là. C'est en le faisant qu'on l'apprend. Hein. C'est en marchant qu'on apprend à marcher. C'est en nageant qu'on apprend à nager, c'est en pensant qu'on apprend à penser. Maintenant, j'apporterai une nuance par ailleurs à Michel. Moi, j'étais dans un colloque à un moment donné en Europe, puis il y en a un qui a dit apprendre à nager en nageant, c'est comme dire apprendre à nager en se noyant. T'sais, on n'envoie pas un enfant à l'eau puis qui cale comme une roche, puis on attend qu'il apprenne à nager. Il y a toujours quelqu'un à côté qui est là pour le pister.
Ben, c'est un peu le rôle de l'animateur en philo pour enfants. Puis Nadia le mentionne bien, c'est-à-dire on va mettre l'accent sur les gestes. Un exemple qu'on va appeler des habiletés de pensée ou des outils de pensée. Un exemple, une définition, un critère, un contre-exemple, dégager une conséquence, identifier un présupposé, comparer, distinguer. Il y en a une panoplie, mais on va mettre beaucoup l'accent sur les outils. C'est ça que les élèves vont réinvestir. Donc, ce n'est pas vrai de dire qu'il n'y a aucun contenu. C'est que le contenu, ce ne sont pas les auteurs de la tradition de la philo. On n'étudiera pas Kant ou Platon. Bon, dans quelques rares occasions, on peut faire intervenir un auteur là, comme un interlocuteur dans la discussion. Mais les éléments de contenu sont des éléments de processus, c'est-à-dire sont des outils. On apprend à un enfant ou un ado à utiliser un marteau. On lui apprend à utiliser une scie à chaîne. On lui apprend à utiliser je ne sais pas quoi, mais une clé à molette, n'importe quoi. Puis après ça, quand il a utilisé l'outil, ben là, il va le mobiliser à l'intérieur d'une variété de situations. C'est comme ça qu'il va développer sa capacité à penser. Puis c'est pour ça aussi, je pense, que les élèves vont dire que c'est ce qui leur sert le plus dans leur vie de tous les jours parce qu'ils voient la portée de ces outils-là. Hein. Avec mon marteau, là, je peux construire une cabane d'oiseaux comme une niche à chien mais ils maîtrisent le marteau. Pour eux, c'est ça qui est essentiel. Maintenant, ce qu'on sait de plus en plus pour revenir aux recherches, là, Sébastien, c'est qu'il y a certains dispositifs qui favorisent davantage que d'autres ces apprentissages-là, parce qu'il y a plein de façons de faire de la philo avec des enfants. Puis là, ben, un des projets de recherche qu'on a, puis que certaines personnes ont, qui est en émergence, c'est vraiment comparer les dispositifs au niveau des retombées, parce que tous n'ont pas les mêmes retombées ni la même portée. Mais il y a encore beaucoup d'études à faire là, pour bien documenter ça. En éthique et culture religieuse et en français au secondaire, dans notre programme, là, dans les 2 progressions d'apprentissage, il faut apprendre les mêmes moyens pour élaborer le point de vue, comme par exemple la comparaison, qu'il y en a une, la justification, l'explication, bon, qui sont des moyens qu'on utilise pour élaborer notre point de vue. Mais en français, admettons, on va évaluer le fait, on veut que l'élève justifie, bon, ça c'est une chose. Mais si on pratique la philosophie pour enfants, on va aller plus loin que ça. On va demander à l'élève, ben, pourquoi penses-tu que cette justification-là est la meilleure pour répondre à cette question-là? Donc, on dépasse même, on va plus loin, on se questionne même sur est-ce que j'utilise cet outil-là au bon moment? Est-ce que c'est cet outil-là qu'il faut que j'utilise de ma pensée et est-ce que c'est le bon moment pour le faire? Donc, c'est encore plus que de juste mobiliser l'outil, mais de prendre conscience à quel moment je l'utilise puis pourquoi je l'utilise. Est-ce que j'ai des bonnes raisons de l'utiliser à ce moment-là? Parce que des fois, peut-être ce qu'on recherche, c'est pas d'accumuler des exemples, des exemples, des exemples. On cherche une raison qui nous permettrait d'expliquer quelque chose. Donc, il faut s'attarder à ça aussi, là. C'est un des objectifs. J'allais vous demander si vous aviez des exemples préférés ou des activités préférées lorsque vous faites ces formations-là ou lorsque vous implantez ça. Est-ce qu'il y a une activité, soit une activité qui vous a marqué, peut-être la première fois que vous avez fait comme Oh shit, c'est vraiment le fun. Encore une fois, mon français, excusez-moi. Ou est-ce qu'il y a des activités auxquelles vous revenez? Mathieu, tantôt, disait qu'on commence à faire, les études commencent à évaluer, pas évaluer, j'aime peut-être pas le bon terme, mais à aborder la question des retombées des différentes pratiques. Est-ce que, mais en amont de tout ça, s'il n'y a pas de meilleures pratiques sur lesquelles se baser, est-ce que vous avez des exemples d'activités ou de trucs qui sont vos go-to lorsque vous essayez de faire de la philo? Vous arrivez avec un nouveau groupe. Nadia, vas-y. Écoute, il y a une foule d'activités possibles. En fait, malgré les approches, là, il existe plusieurs approches possibles, mais il y a toujours une situation initiale, c'est-à-dire un élément un peu déclencheur. Ça peut être une question, comme ça peut être une photo, une vidéo, ça peut être un récit, un poème, une anecdote, une actualité. Ça peut être tellement large, une chanson. Donc, tu peux partir à peu près de tous les déclencheurs possibles qui vont faire émerger là, des questions. Puis généralement, on va partir d'une question, mais ça peut être une affirmation aussi, puis on va entamer le dialogue. Donc, ben moi, je te donne un exemple. Je commence l'année avec un encan des valeurs. Donc, les élèves, ils ne savent pas trop dans quoi ils s'embarquent. Ils arrivent en classe, puis sont divisés en équipes, puis ils achètent des propositions qui sont affichées au tableau. Puis là, moi, je suis comme j'anime l'encan. Là. Fait que là, mettons, la proposition qui est affichée au tableau, c'est, je sais pas moi, avoir la voiture que je désire toute
ma vie. Donc là, ça veut dire que s'il achète cette proposition-là, l'élève, toute sa vie, pour avoir la voiture de son choix, quand il veut changer de voiture, bon, peu importe. Il y a des propositions qui sont plus matérialistes, puis il y en a d'autres qui vont être comme je vais être assuré d'avoir un métier dans lequel je suis heureux. C'est des propositions de ce genre-là. Fait que là, ils vont miser de l'argent. Ils ont un budget. Fait que là, ils vont acheter. Mettons, moi, je te donne 100 $, 200, 300, 400, puis là, on augmente. Puis là, ils achètent. Là, ils ne savent pas trop dans quoi ils s'embarquent là, encore. Là, ils achètent des propositions. Puis là, éventuellement, quand ils vont avoir terminé, quand on a terminé l'encan, je vais les questionner sur OK, tu as acheté des propositions. C'est quoi les valeurs qui sont derrière? Donc là, la réflexion. OK, c'est quoi les valeurs qui sont derrière mes propositions? Puis après ça, on a la réflexion, ben, est-ce que ces valeurs-là que vous avez achetées, ben, pourquoi vous les avez achetées? Mais c'est plus que ça aussi, c'est est-ce que ça correspond à ce qu'en société, on achète, les valeurs qui sont les plus communes, celles qui sont partagées? Puis on se questionne aussi sur les comportements pendant le jeu. Donc, pourquoi, par exemple, il y avait certains élèves que eux, ils achètent, puis c'est comme ils veulent accumuler, accumuler, accumuler. Il y en a d'autres qui prennent leur temps. Il y en a qui n'ont pas dépensé leur budget complètement à la fin, d'autres oui. Donc, on questionne les comportements des élèves, qu'est-ce qui s'est passé dans la classe, puis on essaie de trouver les raisons. Puis évidemment qu'on n'en arrive jamais aux mêmes explications, là, parce que le jeu se déroule d'une façon différente d'un groupe à l'autre. Donc, ça peut être des jeux. Moi, j'aime les mettre beaucoup en situation de simulation, de jeu, tout ça, mais on peut partir de n'importe quoi. Si je prends juste l'exemple de mon enfant, moi qui a 4 ans, on est en véhicule. L'autre fois, il regardait les arbres, puis il me parlait des arbres, à quel point il trouvait ça beau, tout ça. Puis je disais, hey, t'as-tu remarqué qu'il y a différentes sortes d'arbres? Fait que là, il me dit oui, tu sais, comme il y a des sapins, puis d'autres arbres avec des feuilles. Fait que là, je dis, ouais, pourquoi tu penses? Pourquoi tu penses qu'il y a plusieurs sortes d'arbres? Donc là, on est parti de là. On ouvre la réflexion. Là, c'est le fun de recueillir un peu la pensée de l'enfant par rapport à ça, puis de construire là-dessus. Donc, tout peut servir. Là, une promenade en voiture, on est en attente quelque part dans une file d'attente. Tout peut servir à déclencher un dialogue, là, puis de laisser place à la parole de l'enfant, puis de voir ce qu'il en pense. Pour répondre à ta question, Alexandre, moi, bon, moi, j'aime toutes les activités. Là. L'approche classique, qu'on va appeler l'approche Lippmann et Sharp, là, qui ont été les premiers à initier la philo pour enfants, c'est lire une histoire philosophique qui a été écrite pour les enfants, dans laquelle il y a des personnages qui sont des enfants, qui réfléchissent à des enjeux qui concernent la vie des enfants. Donc, on veut qu'ils se reconnaissent dans les personnages, etc. Puis on veut modéliser un processus de recherche philosophique. Ça, ce sont des activités qui sont utilisées souvent. C'est ce qui est le plus utilisé au Québec. Moi, j'aime bien, pour répondre plus directement à ta question, là, ce que j'aime bien, c'est l'anneau de Gygès, qui est un mythe grec. Qui a inspiré Tolkien, d'ailleurs, pour le Seigneur des Anneaux. Gygès, c'est un berger, puis à un moment donné, il tombe sur une tombe. Il y a comme une fissure qui est créée par une tempête de pluie, d'orage et d'éclairs. Puis là, il se rend compte qu'il y a un cadavre. Sur la main du cadavre, c'est pas macabre, là, faites-vous-en pas. Il y a un anneau. Puis lui, il décide de prendre l'anneau. Puis il se le met autour du doigt, puis il s'en va à une rencontre de bergers pour voir l'état de la situation là, au niveau des troupeaux. Puis il joue avec l'anneau, puis il se rend compte que quand il tourne l'anneau vers l'intérieur de sa main, il disparaît complètement. Puis les gens parlent de lui comme s'il n'était pas là. Puis moi, j'arrête la lecture de ce mythe-là à ce moment-là. Puis là, je demande aux jeunes, si vous aviez ce pouvoir-là, vous êtes sûr, puis là, ce qui est le plus dur de leur faire comprendre, c'est qu'ils sont sûrs de ne pas se faire prendre. Là. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, puis il n'y a personne qui va les voir puis qui va le savoir. Là. Une fois qu'ils ont compris ça, là, on part. Là. Qu'est-ce que vous feriez? Puis là, on note ça au tableau, on note au tableau, on note au tableau. Ah, moi, je ferais ci, moi, je ferais ça. J'ai entendu toutes sortes d'affaires. Moi, j'aurais volé tous les ordinateurs de l'école. Moi, je kidnapperais ma vedette préférée, je l'enfermerais dans un casier. Moi, j'irais espionner mes voisins, etc. Puis là, je note ça. Puis après ça, je leur demande, bon, qu'est-ce qui est moralement acceptable, puis qu'est-ce qui ne l'est pas, dans tout ce que vous avez nommé. Puis honnêtement, là, la plupart du temps, là, je dirais que 9 idées sur 10, c'est moralement inacceptable. T'sais. Puis là, on les amène à réfléchir sur qu'est-ce qui fait qu'on se comporte bien ou qu'on ne se comporte pas bien en société. Est-ce que c'est parce que s'il n'y avait pas de police, comment on se comporterait? De quoi aurait l'air la société, etc., pour les amener à réfléchir sur les raisons qui font qu'on agit de façon éthique ou pas. Est-ce qu'on est régulé par un système
ou est-ce qu'on le fait parce que c'est une valeur profonde qu'on partage? Puis après ça, je leur demande qu'est-ce que vous pensez que Gigès a fait. Puis Gigès, effectivement, il a soudoyé la reine, puis il a tué le roi, puis il a pris le trône. Là, juste pour confirmer tout ce qu'on pense, que quand on peut faire ce qu'on veut, on n'agit pas nécessairement de façon éthique ou morale. Mais ça, je trouve ça super intéressant parce que ça dévoile beaucoup de choses. Puis les enfants, ils se donnent à cœur joie là-dedans. Là, ils en mettent des idées. Puis, fait que c'est super intéressant parce que derrière, il y a aussi toute la question de l'éducation éthique puis des raisons qui font qu'on se comporte d'une certaine manière ou d'une autre face au regard des autres, au système qui est mis en place, etc. Ça c'est un de mes coups de cœur, honnêtement. Sinon, je travaille des fois avec les trois singes ou toutes sortes d'autres points de départ comme ça. Mais moi, mon cadeau, là, la dernière fois que j'ai fait de la philo, c'était le premier atelier qu'on faisait avec les jeunes. J'étais parti d'une histoire. Puis il y a une petite fille qui est venue me voir dans le corridor après, puis elle a dit: en tout cas, merci, monsieur, de nous avoir fait découvrir ça. C'est vraiment intéressant. Puis j'ai regardé mon prof, mon ami didacticien des maths, puis j'ai dit: t'es-tu déjà fait dire ça après un atelier de maths, toi? Il n'a pas répondu à ma question. Moi, je parle de tout en classe, en fait. Je fais partie d'une image, d'une actualité, de vidéos, de films. C'est vraiment varié. Là. Ça peut être des questions si j'ai un groupe. Là, des fois, on en a qui veulent, qui sont plus dans le plaisir, tout ça, qui veulent avoir aussi du plaisir en apprenant. On peut partir avec une question qui peut sembler un peu drôle, comme les extraterrestres débarquent. Qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on réagit? Puis là, les élèves trouvent ça drôle. Puis là, ils embarquent tout ça. Puis là, tu peux arriver le cours d'après. Puis là, la question, tu as réfléchi, OK, les extraterrestres débarquent, hein? Puis là, le cours d'après, tu as déjà prévu le coup, tu sais. Puis ta prochaine question, c'est: est-ce qu'on considère parfois les autres comme des extraterrestres? Donc là, OK, il y a comme l'électrochoc, là. Tout ce que j'ai dit, ben des fois, c'est un peu comme ça, je réagis peut-être avec les autres parce que c'est des inconnus, puis ça me fait peur. Puis là, fait que là, des fois, il y a des liens qui peuvent se faire aussi d'un dialogue à l'autre, là, puis on peut construire là-dessus. Donc, ça peut être intéressant aussi, là. Est-ce que vous avez été victime de préjugés ou de scepticisme sur le fait de travailler en philosophie avec les enfants? Où les gens sont en général très, très enthousiastes? Le préjugé, souvent qu'on entend, c'est: ah, vous parlez pour parler. Donc, ça, c'est un peu une idée qui est assez partagée. Là. Dans les cours, on le sait, toi, dans tes cours, les élèves aiment ça, ils parlent. De la placote. Oui, donc parfois, les autres ont l'impression que les élèves, dans le cadre de nos cours, vont parler, mais pas tant travailler. Alors que ce qu'on travaille, ben, c'est la parole, donc c'est normal qu'ils parlent. Je veux dire, si c'est ça que je veux travailler, si c'est mon objet de travail, c'est la parole, ben, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait le temps de parole. Donc, peut-être ce préjugé-là, mais sinon, généralement, ça se transforme vite en un préjugé positif, c'est-à-dire que les collègues comprennent les effets que ça a sur les élèves, puis ils le voient aussi la répercussion dans le cadre de leur cours. Donc, après ça, ça se place. Bien, par rapport à ça, je trouve ça intéressant comme question parce que, bon, Nadia le vit moins parce qu'elle est avec les ados, là, mais avec les enfants, on a longtemps entendu dire que si c'est de la philosophie, c'est pas pour les enfants. Puis si c'est pour les enfants, c'est pas de la philo. Fait que là, il a fallu déconstruire tout le rapport qu'on a à la philo. Qu'est-ce que c'est la philo? Quand les gens sortent, on sait qu'au Québec, on a un rapport pas très positif à la philo. C'est le cégep, puis si tu as un bon prof, tu vas aimer ça. Si tu n'as pas un bon prof, tu n'aimeras pas ça. Un peu comme tu le disais d'entrée de jeu, là, Alexandre, c'est du pelletage de nuages, on ne va pas nécessairement les retomber, etc., etc. Puis là, il faut montrer que c'est un renversement. Ce n'est pas de l'étude de la philosophie, c'est de la pratique philosophique. Puis quand Nadia disait, ben, moi je l'ai déjà entendu aussi, ouais, c'est de la placote. Mais quand tu prends le temps d'observer la placote avec une grille d'analyse qui te permet de voir, c'est ça l'observation, c'est se donner une grille. Quand tu n'as pas la grille, tu as l'impression qu'il ne se passe rien, mais quand tu as la grille, notamment au niveau des habiletés de pensée, tu te rends compte que c'est hyper riche là, ce qui se passe. Mais je sais par ailleurs que le ministère de l'Éducation, dans le cadre de sa réforme du programme d'éthique et culture religieuse, étudie la possibilité de mettre plus de philo. Mais la crainte du ministère, selon ce que j'ai entendu dire, c'est que ça soit mal reçu par la population parce que la philosophie n'a pas bonne presse. Fait que là, il y a toute une entreprise, il y a toute une entreprise de démystification qui va devoir être mise en place si le ministère va vers là, mais ça pourrait être un frein par ailleurs. Alors que moi, je leur dis, allez-y, foncez. Là. Je pense que les gens sont prêts, là, mais effectivement, il va peut-être falloir déconstruire cette idée selon laquelle si c'est de la philo, c'est pas pour les enfants. Si c'est pour les enfants, c'est pas de la philo. Puis que la philo, ben, c'est Platon ou Socrate assis sur son nuage là, qui est complètement déconnecté de la réalité. Là. On a deux pieds dans la réalité quand on fait de la philo pour enfants. Là. On se demande, par exemple,
il y en a plein des cas. Là, on va réfléchir à l'intimidation, là, puis de façon très, très générale. Puis après le cours, là, moi, j'ai 4 enfants qui sont autour de moi, puis moi au parc, puis moi ci, puis moi avec mon frère. Puis ils pensent leur vie. Ce n'est pas parce qu'on est en train de réfléchir à un concept large, puis on n'est pas en train de faire de la thérapie de groupe, qu'ils ne sont pas en train de penser leur vie. Fait ils ont les 2 pieds dans la réalité. C'est juste qu'il faut peut-être être plus efficace dans notre façon de communiquer ce que c'est, puis de présenter la chose pour que ce soit, parce que dans les premiers moments, moi, quand j'en parle aux gens, qu'est-ce que tu fais à l'université? Je fais de la philo pour enfants, ils ne comprennent rien de ce que je dis. Il faut que j'explique un peu qu'est-ce que c'est dans le fond. Ben, on leur demande de poser des questions, ils en choisissent une. Pas toujours, mais la plupart du temps. Puis après ça, on en discute. Puis la pédagogie que moi, je mets en place, c'est une pédagogie du questionnement. Je les amène à réfléchir ensemble. Puis là, les choses commencent à se clarifier, puis ils voient la pertinence. Mais au départ, quand on dit philo, ça peut créer un mouvement de recul chez certains. Ça, c'est évident. Les enfants sont aussi un peu victimes, des préjugés envers eux, comme des fois, on pense que les enfants, justement, ne sont pas capables de trouver des réponses par eux-mêmes. Donc, on est un peu au-devant d'eux, on ne les laisse pas être autonomes par rapport à leurs pensées. Moi, quand mon grand de 4 ans, il m'a demandé, grand-papa, dans le fond, qu'est-ce qu'il faisait pendant qu'il était dans le ciel, ben je ne lui ai pas répondu. Des fois, on prend les devants et on essaie de trouver une réponse. Ben, je lui ai dit, écoute, Jacob, c'est sûr que quand on pratique la philosophie, ben là, on a certains réflexes. Donc, j'ai retourné la question vers lui. J'ai dit, ben toi, qu'est-ce que tu penses qu'il fait, grand-papa, pendant qu'il est dans le ciel? Donc là, il s'est mis à me sortir toutes sortes de réponses qui étaient super cute. Là. Vous imaginez le genre de réponse? Genre, ben, je pense que des fois, il est assis sur un nuage puis il regarde ce qu'on fait. Ah, ben, crime, c'est pas fou ce que tu penses. Puis là, dans le fond, on le laisse parler, puis au final, lui, il est juste content d'en avoir parlé, de l'avoir verbalisé, puis on n'en est pas arrivé nécessairement à une réponse. On n'en est pas arrivé à une vérité. Je ne l'ai pas plus, la vérité. Mais ça nous a fait du bien d'en parler, en tout cas, les deux. Puis, il a navigué à travers le dialogue avec sa propre pensée puis ses propres réflexions. Donc, des fois, d'arrêter d'être un peu au-devant. Je trouve que les enfants sont victimes aussi un peu des préjugés qu'on a envers eux. Oui, tout à fait. Puis la charge de la réponse, on se la met trop sur les épaules. La fameuse phase du pourquoi, là, je ne sais pas, Sébastien, si ça s'en vient, là, ou c'est passé ou tu es en plein dedans. Là. Mais moi, ce que je dis aux gens, c'est de renvoyer la question, demander à votre enfant pourquoi tu penses. Fait que tu vas t'enlever beaucoup de charges, puis tu vas te rendre compte que les enfants ne sont pas si bêtes. Puis des fois, assez souvent, ils trouvent des hypothèses qui se tiennent, ne sont pas complètement à côté de la plaque. Des fois, c'est juste parce qu'ils veulent valider une idée intuitive qu'ils ont. Puis, moi, je trouve que c'est hyper stimulant pour les enfants. On peut aborder plein de sujets, même des sujets qu'on pourrait dire tabous. Je donne un exemple. À un moment donné, on travaillait avec des élèves de première année sur la question de Dieu. C'était super drôle parce que les élèves disaient « Ouais, mais Dieu, il est au ciel. » Fait que là, il y en a un qui dit « Ouais, mais moi, j'ai pris l'avion puis je ne l'ai pas vu. » Fait que là, ils commençaient à se remettre en question. Puis il y en a un qui dit « Ouais, mais Dieu, il est partout. » Fait que là, moi, j'ai dit « Mais si Dieu, il est partout, ça veut dire que tu le respires, ça. » Parce que quand tu respires. Fait que là, il a fait « Ouais, es-tu partout? Il n'est pas partout. Je ne suis pas sûr que Dieu, je veux qu'il rentre dans mes poumons. » Là, fait qu'il y avait plein d'idées comme celle-là qui bouillonnaient. Puis à la fin, ils sortent avec plus de questions, puis ils sont juste plus curieux, plus intrigués. Puis nous autres, il faut juste faire attention de ne pas les laisser avec des trucs des fois. Je me souviens, il y avait une personne qui était venue faire un atelier à un moment donné, puis les élèves, ils y allaient vers une tendance comme quoi, c'est sûr qu'après la mort, il y a une vie après la mort, puis on va se rencontrer. Fait qu'il y avait des enfants qui disaient même, moi, j'ai le goût de mourir pour aller voir mon grand-père. Fait que là, moi, je pense qu'il a fallu que je fasse OK, on va juste dire, c'est une hypothèse de travail, hein, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Est-ce qu'on peut penser qu'il pourrait y avoir rien aussi? Ou des fois, la tâche de l'animateur, c'est d'apporter des alternatives aussi parce que c'est la pensée divergente qui est en jeu, ce n'est pas nécessairement la pensée convergente. Fait qu'il faut toujours avoir à l'idée que quand on anime, on va chercher la plus grande multiplicité de points de vue comme matière de base pour travailler. Une fois qu'on a ça, là, on peut s'engager dans un processus qu'on pourrait appeler un processus commun d'investigation philosophique, par exemple. Au niveau des interventions enseignantes, l'approche philo pour enfants, moi, je trouve que ça a eu aussi beaucoup d'effets positifs. C'est-à-dire qu'admettons qu'on vit une situation avec un élève là, qui est problématique. C'est sûr qu'idéalement, on ne l'aborde pas devant tout le groupe, donc on le prend à part, à l'extérieur, dans un autre moment, dans le corridor. Et là, va s'enclencher un peu un processus aussi de dialogue avec l'élève. Donc, ça change un peu les interactions. Et on va en arriver souvent à
à vraiment jaser de la situation, dialoguer, puis comprendre un peu, je pense, mieux le jeune, pourquoi c'est arrivé, tout ça. Puis on va lui donner de la place aussi dans la parole. Donc, pas juste intervenir comme enseignante, bien, ça ne m'a pas plu, puis c'est ça que tu as comme conséquence, puis on se revoit au prochain cours. Donc, il y a un dialogue qui s'installe avec les élèves, puis c'est plus comme, ben pourquoi tu as fait ça? Peux-tu m'expliquer? Puis après ça, bon, ben comment tu pourrais faire la prochaine fois? Donc là, les questions sont vraiment renvoyées vers le jeune. C'est le jeune qui va trouver ses propres solutions. Ben, la prochaine fois, qu'est-ce que tu pourrais faire? Comment on pourrait faire ensemble pour que ça se passe mieux? Puis après d'aller, ben on commence par quoi? Parmi toutes les solutions que tu nous proposes, là, ben, on commence par laquelle tu veux essayer. Donc, d'en arriver vraiment à un dialogue avec le jeune, une intervention qui va être personnalisée aussi, pas nécessairement la même conséquence pour tous les élèves. Donc, moi, ça a beaucoup aussi teinté mes interventions avec les adolescents puis avec mes propres enfants. Puis je pense que ça a eu des effets bénéfiques. Bien, écoutez, c'est plus que ce à quoi je m'attendais. Puis je sors. C'est le fun parce que moi, je sors avec plus de questions que de réponses. Puis ça a l'air d'être votre spécialité quand vous interagissez avec les gens. Je vais en profiter pour. C'est plate parce que je vais lancer un pavé dans la mare, puis après ça, on va clore. Parce que c'est dommage, mais je reviens encore une fois à ce que Michel Sasseville a écrit sur son site parce qu'il en a écrit des pas pires. Je vais clore sur une dernière chose qui est la première chose qui m'a frappé. Et il écrit « La philosophie pour enfants est présente dans plus de 80 pays sur tous les continents. » Fair enough. Il est trop tard pour revenir en arrière. Je ne sais pas si c'est une menace ou une promesse, mais de toute évidence, il y a quelque chose qui est en train de se passer où on remet l'élève peut-être au centre de sa propre progression. Et si la philo est capable de se redéfinir ou de se définir d'une façon qui est un peu à contre-courant, peut-être que finalement, on n'est pas dans un système qui est si calcifié, qui est si pris dans le passé. Mathieu Gagnon, Nadia Bélanger, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci. J'ai l'impression qu'on va être inondé de courriels de gens qui vont vouloir vous revoir. Merci beaucoup. Mais on ne fait pas ce genre de truc-là. Par contre, Mathieu, tu peux nous inviter à ton émission, on pourra aller faire. En fait, moi, je vois nulle part ailleurs. C'est un privilège que je vous faisais. Non, c'est pas vrai, le gars n'est pas prétentieux. Mais oui, c'est promis, je vous invite. Merci beaucoup. Sébastien, comme d'habitude, le meilleur partner qu'on ne peut pas avoir pour ce genre de folie-là, parce que je pense qu'on est fous les deux aussi de faire ça présentement. Et mesdames et messieurs, chers auditeurs, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.